Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Cette semaine, on s'incruste dans les relations entre l'Asie et l'Afrique et plus précisément dans les relations entre la Chine et l'Afrique. La Chine multiplie ses initiatives économiques sur le continent africain, renforcement de l'écodiplomatie, investissement massif dans les grandes infrastructures, accompagnement financier, rencontres multilatérales, organisation du Forum économique Chine-Afrique, aide au développement dans quasi tous les secteurs. La Chine s'impose subtilement. Qu'est-ce qui fait autant courir la Chine sur le continent? Que gagnent les pays africains à commercer avec la Chine? Décryptage avec nos invités du jour, Seka Yebi Atanas, docteur expert en politique internationale. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, et ici en studio, Monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Stéphane Soumaoro. Et le plaisir est pour moi, encore une fois de plus, de retrouver nos chers téléspectateurs. Alors, on parle de la Chine, on parle de l'Afrique. Depuis le début des années 2000, on sent vraiment que la Chine est en train d'intensifier ses actions économiques et même politiques sur le continent. Qu'est-ce qui fait autant courir la Chine en Afrique? Nous avons d'abord une histoire avec la Chine. Depuis déjà le 15e siècle, nous avons la Chine qui entretenait déjà ces relations-là au niveau du commerce. Et donc, à un moment donné, quand le système politique communisme s'est endurci, la Chine est restée un peu fermée sur elle-même. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une ouverture. Mais il faut rappeler que cette ouverture est du fait du deuxième dirigeant après Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, qui lui a ouvert le marché international de la Chine et a travaillé à ce que le mécanisme social puisse être plus démocratique au niveau de l'administration de la Chine. Et nous avons aujourd'hui la Chine qui est en train de prendre son envol vers l'Afrique. Oui, je voulais ajouter à ce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la Chine est la première puissance économique de l'humanité. Déjà, la Chine est à l'origine de l'invention de l'imprimerie. La Chine est à l'origine de l'invention du football, des cartes à jouer et de la poudre à canon. Et la Chine est à l'origine aussi de l'invention de l'encre, de l'imprimerie. Donc c'est une très grande puissance depuis les premiers siècles de l'humanité, même avant les puissances européennes. On estime même que la première autoroute dans le monde a été créée par les Chinois. Alors cela dit donc, comme mon co-débatteur disait tout à l'heure, la Chine a suivi quand même à traverser des moments très difficiles, à travers des moments variés, qui ont amené à un moment la Chine, à ce pays-là, à se replier sur lui-même. Pendant ce moment, comme il a dit tout à l'heure, au XVe siècle, la Chine avait des relations avec les pays africains, notamment les pays d'Afrique de l'Est. C'est pour cela que vous trouvez une population africaine, population d'origine chinoise, dans les pays comme l'île Maurice, etc., Madagascar, etc. Donc la Chine y était. Ben, il faut dire aussi qu'il y a eu un élément très important dont il a parlé tout à l'heure, c'est en 1979, le Deng Xiaoping et Zhou Enlai, qui étaient des dirigeants chinois qui sont venus après Mao Tse-tung, se sont rendus compte, ils se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'il faut faire pour rattraper le retard de développement entre la Chine et les pays occidentaux. Et c'est en ce moment-là que les 4 modernisations ont été mises en place par Deng Xiaoping et Zhou Enlai. Les 4 modernisations, c'est le développement de l'industrie, le développement de la technologie, le développement aussi de l'agriculture et de la défense. Et donc, après avoir créé ces 4 modernisations, dont le socle principal est l'éducation, donc la Chine a entrepris son développement. Et jusqu'au début des années 2000, vous avez bien constaté que la Chine a commencé à créer des co-entreprises avec les entreprises européennes, etc. Mais la Chine a commencé à devenir une puissance, de sorte même à concurrencer aujourd'hui. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Alors donc, après le départ de Deng Xiaoping, qui ne voulait véritablement pas montrer que la Chine était une grande puissance à travers aux autres puissances mondiales, nous avons maintenant Xi Jinping qui a pris le pouvoir. Au contraire de Xi Jinping, son objectif, c'est de montrer que la Chine est de retour et de le montrer de façon ouverte à travers tous les pays. C'est pour cela que je vais dire que la Chine
a entrepris de très grands travaux à travers le monde, notamment ce qu'on connaît la route de la soie, c'est-à-dire une autoroute qui va partir depuis la Chine jusqu'au port au port d'Anvers ou bien un port de la Hollande. Alors, donc, c'est dans ce même cadre-là que la Chine a décidé de s'ouvrir vers les pays africains. L'un des objectifs, évidemment, pour lesquels la Chine a décidé de s'ouvrir vers ces pays africains, c'était d'abord, dans un premier temps, de sécuriser son approvisionnement en matières premières en ce qui concerne l'énergie. Parce qu'une industrie aussi qui est en pleine croissance, comme l'industrie chinoise, a besoin de beaucoup de matières premières. Et ces matières premières, on les trouve où? On les trouve en Afrique. Deuxièmement, parce qu'il y a trois. Deuxièmement, deuxième raison aussi, il y a que ceux qui sont un peu de ma génération savent, dans les années 70-80, l'image qu'on avait de la Chine, c'était un pays où les gens mouraient de faim, ou bien où les gens se déplaçaient pratiquement à vélo. Mais la Chine a rattrapé ce retard et la Chine a réussi, je veux dire, à combler son marché intérieur. Donc aujourd'hui, la tendance des pays africains, plutôt de la Chine, c'est de trouver d'autres débouchés pour les produits manufacturés chinois, et la Chine a choisi l'Afrique. Troisième élément, maintenant, c'est de faire en sorte que la Chine s'impose comme étant, je veux dire, une puissance sur le plan extérieur, en se positionnant sur le plan international. Et c'est ce que la Chine a essayé de faire. Dernier point, maintenant, vous savez très bien que la Chine a créé une base militaire maintenant à Djibouti. Et l'un des objectifs stratégiques, l'objectif stratégique, c'est de faire en sorte de pouvoir en même temps avoir un œil sur le contrôle du trafic maritime mondial. Vous avez parlé la fois dernière de ce qu'on appelle le Sea Power. Et le Sea Power, la mer est l'un des éléments d'affirmation de puissance au niveau des pays. Donc voici globalement l'un des objectifs primordiaux pour lesquels l'Afrique, je veux dire la Chine aujourd'hui, a décidé véritablement de venir en Afrique. Bien entendu aussi l'un des facteurs, c'est que l'Afrique est un pays vierge, c'est un pays d'opportunités où il y a beaucoup de choses à faire. L'Afrique, le continent de l'avenir, on peut le dire. Mais aujourd'hui, quand on regarde justement ces États africains, ces pays africains, quel avantage ils ont à aller commercer, à aller coopérer avec la Chine, quand on sait un peu comment l'Europe, la France, certains pays voient la coopération avec la Chine. Qu'est-ce que ces États africains ont à coopérer, à développer de manière vraiment intensive leur coopération avec la Chine? D'abord, nous devons savoir que la Chine ne voulait pas rester en reste. La Chine ne voulait pas attendre son temps. La Chine a décidé de se lancer sur le continent africain. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de la coopération, la Chine apporte des prêts au continent africain, aux pays africains, mais à des faibles taux. Une autre chose, la plupart des prêts que la Chine octroie, ce sont des prêts gratuits. Et lorsqu'il y a des prêts avec un certain intérêt, ils font en sorte que le taux soit faible. Si le pays qui est débité a des problèmes à ce niveau, ils prorogent le délai pour leur permettre de pouvoir essayer d'éponger leurs dettes et non d'être étouffés. Donc ce sont des avantages qui sont très intéressants pour que les pays africains puissent s'intéresser et se tourner vers la Chine. Une autre chose, c'est que la Chine a une avancée en matière de technologie de l'information. Les Africains que nous sommes, nous pouvons apprendre encore auprès d'eux. La technique chinoise a été de faire partir les Chinois à travers le monde entier. Quand les Chinois allaient par exemple en Europe, les gens se disaient que les Chinois avaient l'habitude d'aimer prendre des photos. Mais non, les Chinois quadrillaient tout ce qui était développement, tout ce qui était infrastructure, tout ce qui était système de technologie en Europe, aux États-Unis, où ils partaient. Et ils revenaient avec toutes ces informations-là pour les travailler et pour améliorer ces choses. Donc, l'objectif de la Chine aujourd'hui, c'est de nous envoyer, avant d'arriver à la création, de nous envoyer au système de l'assemblage. C'est-à-dire que si nous avons une industrie en matière d'automobile, on va d'abord apprendre à assembler les pièces, à monter. C'est ce que la Chine veut nous aider à faire. Et puis ensuite, à arriver au système de création. Mais si on ne peut pas assembler, si on ne peut pas découvrir les différentes pièces qui composent
une voiture ou bien un bus, il serait difficile d'arriver à la création. Et la Chine est prête à nous accompagner dans ce sens. D'où l'importance pour les Africains, les États africains, d'avoir aussi le regard tourné vers la Chine. Oui, ce que je veux dire, ce que les pays africains gagnent, c'est d'abord, nonobstant les critiques qu'on voit ça et là, et je vais dire distillées à travers les médias occidentaux, comme quoi la Chine endettait de façon outrageuse les pays africains. Mais ce qu'il faut le dire, que d'abord, dans un premier temps, c'est que les Chinois, les investissements chinois qui s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars, ces investissements vont très précisément dans le développement des infrastructures, dans un premier temps. Et parce qu'ils se sont rendus compte que l'Afrique avait un déficit dans ce domaine. Deuxièmement aussi, ce que les Africains gagnent, c'est que les investissements chinois, comme M. Sekar a dit tout à l'heure, sont des prêts qui sont à faible taux. Donc, d'abord, des prêts à faible taux. Très intéressant. Très intéressant, mais ce sont des projets qui sont préfinancés par la Chine. Voilà, et généralement, ils opèrent par le système des BOT. Donc, en utilisant ces BOT-là, ça permet aux pays africains d'avoir les infrastructures dont ils ont besoin. Et puis, autre chose, c'est que la Chine ne s'immisce pas dans la politique intérieure des pays africains. Vous l'allez entendre rarement que la Chine a fait un embargo, a posé un embargo économique, financier contre un pays africain. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore le poids suffisant pour... Non, mais je vais dire qu'il y a une chose, on a fait un développement tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait peut-être revenir là-dessus. Et on sait très bien que les pays africains et la Chine partagent un destin commun. Ils sont d'abord, dans un premier temps, des pays issus de ce qu'on appelle les pays sous-développés, parce que jusqu'à présent, quand vous allez dans la nomenclature économique internationale, vous vous rendez compte que la Chine est toujours classée parmi les pays en voie de développement. Alors que c'est aujourd'hui, je vais dire, ça, on ne peut pas le nier, c'est la première puissance économique mondiale aujourd'hui. Donc il y a ce côté-là. La Chine favorise, comme M. Sekar a dit tout à l'heure, le transfert des technologies. La Chine aussi aide véritablement à développer les capacités aussi des Africains. On estime qu'il y a environ 10 000 employés, enfin plutôt 10 000 entreprises chinoises opérant en Afrique. Et parmi ces 10 000 entreprises chinoises opérant en Afrique, là, parmi ces entreprises, 95 ou 97% de ces entreprises sont des entreprises privées. Alors donc, je vais dire que les Africains ont beaucoup de choses à apprendre, ont beaucoup d'avantages à tirer de la coopération qui est économique, financière et même, j'allais dire, culturelle, même avec la Chine. Et justement, quand on parle de développement technologique, on entend beaucoup ces dernières années, ces derniers mois, la fameuse 5G, la technologie 5G. Et on voit que cette technologie, vraiment au niveau mondial, et le leader, celui qui tente à porter ce projet-là, c'est Huawei, cette entreprise chinoise. Derrière, il y a un gros lobbying pour permettre à cette entreprise de se déployer sur le continent. Est-ce une opportunité aussi pour l'Afrique? Oui, c'est une opportunité parce que c'est une entreprise qui est soutenue par le gouvernement chinois. Et donc, cette entreprise travaille dans le système des télécommunications, des réseaux de télécommunications, ce dont nous avons d'ailleurs besoin. Et il y a aussi au 7e sommet Afrique-Chine, où le président Xi Jinping a relevé les 8 initiatives que prône la Chine pour l'Afrique. Et Huawei fait partie des structures qui doivent accompagner ces initiatives. Donc, on parle de santé parmi ces initiatives, on parle de développement vert, on parle d'infrastructure, on parle d'agriculture, et tout cela pour le bien-être de l'Afrique, parce que l'Afrique, quoi qu'on nous dise, l'Afrique regorge de potentialités. Et l'Afrique est aujourd'hui l'avenir pour le monde, parce que tout ce dont le monde a besoin se retrouve en Afrique. Et le seul problème pour l'Afrique, parce qu'on en parlait il y a quelques mois de cela, c'est la capacité d'arriver à transformer ces matières premières, ces ressources naturelles, afin de développer son continent. Et les Chinois viennent pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Autre chose, c'est que les Chinois, dans leur coopération avec l'Afrique, les Chinois sont déterminés à accompagner les Africains
en matière de formation militaire. Nous parlions tout à l'heure, M. Sadia parlait de l'installation de la base navale de Djibouti, parce que Djibouti, quand vous voyez, c'est un point stratégique. Djibouti débouche sur la mer Rouge. Là, les Chinois, à partir de cette base, les Chinois vont aider les Africains à développer, à les entraîner, à développer un nouveau système d'armement, un nouveau mécanisme en technologie d'armement pour pouvoir permettre à l'Afrique de pouvoir être autonome. Ça, c'est une des stratégies de la Chine. Si vous allez en Chine, j'ai eu le privilège de visiter Pékin. Tout de suite, vous arrivez à Beijing, vous avez toutes des immeubles gigantesques. Et vous avez un roseau incroyable et impeccable. Et ça, ce sont des opportunités qu'il faut à l'Afrique. Et donc, les gouvernants, les leaders africains, les politiciens africains, les politiques africains, les politologues africains auront beaucoup de bénéfices à se tourner vers la Chine, à intensifier la coopération avec la Chine pour pouvoir connaître ce développement. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a aussi connu les difficultés que nous connaissons. Qui mieux que celui qui a connu la faim peut comprendre et ressentir le besoin de celui qui a faim pour l'aider à s'élever. Voilà, et oui, c'est sur la 5G. Ce qu'il faut savoir derrière la 5G, c'est la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Mais justement, au-delà de la guerre technologique, il y a aussi celui qui va détenir la 5G, c'est quand même celui qui va détenir l'information. Oui, mais au-delà de l'information, ce qu'il faut comprendre, il faut qu'on revienne sur ça pour que aussi nos téléspectateurs le comprennent. Ce qu'il y a au-delà de la 5G et bientôt même la 6G, parce que les Chinois sont en train de préparer la 6G, c'est la puissance de Huawei. Huawei, c'est 150 000 employés. 150 000 employés à travers le monde et 80 000 brevets. C'est-à-dire que Huawei a inventé, je veux dire, des procédés d'innovation qui ne sont même pas encore connus du public. Donc, Huawei constitue une menace pour les entreprises européennes et aussi, bien entendu, pour les entreprises américaines, dont, par exemple, les géants de high-tech dominent, je veux dire, l'information et sur le plan mondial. Donc, quand vous parlez par exemple de Google, on parle des GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon et autres. Vous avez aussi l'autre aussi, son concurrent aussi chinois qui est le Batix. Baidu, Tencent, Xiaomi, etc., etc. Donc c'est véritablement cette guerre-là qu'il faut mettre en relief. Et en Afrique, Huawei est présent en Afrique dans le programme qu'on appelle le Smart City. Smart City qui consiste véritablement à faire en sorte à numériser les opérations dans l'administration, mais aussi à mettre en relief le projet de surveillance électronique. La plupart des caméras que vous voyez dans les pays, dans les capitales africaines et particulièrement à Abidjan, ont été installées par le système de Huawei. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir derrière ces caméras, il y a les impératifs sécuritaires qui y sont. C'est le contrôle de ce qu'on appelle la gestion des données à caractère personnel. C'est les données à caractère personnel, c'est le pétrole du 21e siècle, comme l'a dit le président russe Vladimir Poutine. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc les sanctions que vous voyez avec l'arrestation, par exemple, de choses comme ça, Meng Wanzhou, la directrice financière et la fille du PDG, de Huawei qui a été arrêté au Canada et par la suite libéré maintenant, comme je vous le dis. Mais c'est cette guerre-là qui se profile. Mais vous parlez des entreprises chinoises. Les entreprises chinoises sont des entreprises étatiques et particulièrement les grandes entreprises qui évoluent dans la high-tech. Ren Zhengfeng, qui est le PDG de Huawei, était un ingénieur dans l'armée chinoise. L'armée populaire chinoise qui, au passage, est la plus grande armée au monde avec plus d'1,2 million soldats. Mais à cela aussi, il faut le dire, que c'est une guerre. Cette guerre-là, on le voit, les États. Quel est le modèle économique des GAFAM, des Facebook, des Twitter, et tout là. Ils vendent ces informations-là au gouvernement américain. C'est leur modèle économique commercial. Mais en même temps aussi, ces pays occidentaux reprochent à la Chine de contrôler ces entreprises de high-tech. Mais je veux dire que c'est une guerre de communication qui est là. Et c'est le fait
que vous ayez souligné ça, c'est un fait qui est très important. Huawei est en train de se développer en Afrique. Beaucoup de mauvaises langues lui prêtent le fait que la Chine ait mis un système pour espionner le siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour permettre de recueillir les informations. Mais celui qui ne contrôle pas les informations dans cette compétition mondiale, de cette hyper-compétitivité mondiale, se fait surprendre. Donc, voici un peu le dessous d'une partie, j'allais dire, du dessous de la guerre technologique entre Huawei et les États-Unis de façon principale, mais de façon générale aussi avec les autres pays occidentaux. Alors, pratiquement à 5 minutes de la fin de cette émission, on a un peu parlé de cette part de marché que les entreprises chinoises peuvent capter sur le continent africain, mais dans l'autre sens, est-ce que vous pensez que les entreprises africaines ont une part de marché sur le territoire chinois? Nous avons une part de marché quand nous avons une population de plus d'1 milliard d'habitants en Chine. Nous avons le cacao et le café ivoirien qui peut être vendu. Mais qui n'est pas transformé ici. Qui n'est pas transformé ici, justement. C'est tout ça qui doit attirer notre attention, éveiller notre conscience pour que nous puissions arriver à faire le plus-value de nos matières premières avant qu'on ne gagne un bénéfice. Et cela passe forcément par la formation, par la technologie, pour pouvoir gagner le marché chinois. Parce qu'il faut dire aussi que l'un des facteurs qui est très important, c'est l'augmentation du niveau de vie en Chine a fait en sorte qu'il y a véritablement ce besoin-là se ressent un peu sur la consommation, la demande des produits, les matières premières en Afrique. Il faut dire que la Division internationale du travail a fait en sorte que la Chine et les pays africains produisent les matières premières et ça n'a pas beaucoup changé. Donc le fait que le niveau de vie ait augmenté en Chine fait en sorte qu'il y ait une forte demande des pays, des produits, des matières premières africaines, ça peut être des matières premières surtout agricoles. Et donc cela, par ricochet aussi, je veux dire, ça va un peu déranger le monopole que les pays occidentaux avaient sur le contrôle des matières premières en Afrique. Et ça permet aussi aux matières premières africaines d'être beaucoup plus valorisées parce que lorsque la demande augmente et que vous avez beaucoup plus de clients, je pense que le prix des matières premières en Afrique peut augmenter. On a eu le problème de la détérioration des termes de l'échange qui ont des échanges plutôt avec les pays africains qui depuis toujours était un problème qui n'a pas encore été jusqu'à présent résolu. Donc je vais dire que la Chine les pays africains peuvent trouver en la Chine un marché, mais les pays africains ne sont producteurs uniquement que de matières premières. La preuve, on en a parlé, ce qui se déroule dans les pays africains, notamment au Sahel, et on l'a dit, c'est le contrôle des matières, de la sécurisation, d'approvisionnement en ressources, en matières premières critiques. Donc on n'a pas de lithium, on n'a pas de l'hydrogène, etc., qui sont les matières premières du futur. Donc voici ce que je peux dire, nous pouvons le faire, mais seulement il y a un problème d'industrialisation en Afrique. Jusqu'à présent, malheureusement, les pays africains n'arrivent pas, je vais dire, de façon à transformer les matières premières qui se trouvent en Afrique. Et non seulement elles n'arrivent pas à le transformer, mais est-ce qu'elles ont véritablement une certaine souveraineté sur leurs propres matières premières? Et c'est là que se pose la question. Justement, parlant d'industrialisation, on voit que la Chine est beaucoup plus axée ici sur la construction, la réalisation de grandes infrastructures routières, immobilières et autres, mais il n'y a pas ce déploiement ou ce transfert de technologie pour créer, construire sur place des entreprises, des unités industrielles performantes à la hauteur des standards internationaux. Je parlais tout à l'heure des 8 initiatives du président Xi Jinping. La première initiative, ce sont les infrastructures et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'il faut leur donner le temps de partir petit à petit afin qu'ils atteignent leur objectif. Une chose est que la Chine peut nous aider en matière de formation. Nous pouvons, dans le cadre de la coopération, faire partir les Africains en Chine pour apprendre ou demander aux experts chinois de venir pour aider les Africains à pouvoir transformer eux-mêmes leurs matières premières. Parce qu'à solliciter dans le cadre de la coopération les Chinois pour venir nous aider à le faire, sans apprendre nous-mêmes à être autonomes,
il serait très difficile d'atteindre nos objectifs. Mais il faut dire aussi qu'en la matière aussi, les pays ne sont pas tous logés à la même enseigne. Lorsque vous prenez par exemple les pays comme les pays du Maghreb, et particulièrement le Maroc avait déjà un bon tissu industriel et qui fait en sorte que le Maroc est devenu aujourd'hui la porte d'entrée des investisseurs, d'investissements chinois en Afrique, notamment la construction des usines. Autre chose aussi, il y a 2 pays avec lesquels, par exemple, la Chine a des relations, j'avais dit plus ou moins, des relations pas plus ou moins, mais vraiment privilégiées, notamment l'Éthiopie et aussi l'Afrique du Sud. Donc en Éthiopie, effectivement, la Chine a construit beaucoup d'usines parce que la Chine, le niveau de vie ayant augmenté en Chine et les salaires eux aussi ayant augmenté avec, la Chine est obligée aujourd'hui, j'allais dire, d'internationaliser ses compagnies. Et c'est pour cela que des pays comme l'Éthiopie aujourd'hui sont devenus des véritables usines aujourd'hui. Il y a des très grandes usines aujourd'hui en Chine, en Chine et en Afrique du Sud. Bon, en ce qui concerne les relations avec les pays en Afrique au sud du Sahara, ces relations sont jusqu'à présent encore bornées plutôt et concentrées de façon essentielle à la construction des infrastructures. Lorsque vous prenez le cas d'Abidjan, par exemple, le pont qui relie Cocody au plateau, et puis le 4e pont, le barrage de Soubré, le barrage de Soubré, ce sont des infrastructures qui ont été construites par la Chine. Mais je veux dire que la Chine est en train progressivement de s'implanter. Ça va devenir une nécessité pour les Chinois de prendre le chemin inverse. Parce qu'à l'époque, lorsque les entreprises européennes voulaient, compte tenu du fait que de la pression que ces entreprises européennes et américaines avaient dans leur propre pays, ont externalisé ou internationalisé les entreprises en Chine. Et aujourd'hui, la Chine va prendre le chemin contraire, maintenant est en train de prendre le chemin contraire maintenant pour faire des installations dans les autres pays, particulièrement africains, d'où la création de ce qu'on appelle la roue de la soie, qui consiste à construire des infrastructures dans tous les pays, et particulièrement en Afrique. Se lancer pratiquement sur tout le continent africain, c'est l'objectif de la Chine. Messieurs, merci pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec Sekaye Biatanas. Vous êtes docteur en politique internationale. Merci pour vos contributions. Monsieur Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.